Bonsoir, bienvenue, bonjour dans ce nouveau Rendez-vous du Futur, un Rendez-vous du Futur assez exceptionnel dans un cadre magique, l'église Saint-Sauveur à Issy-les-Moulineaux, dans un format assez détonnant également, puisque ce Rendez-vous du Futur est réalisé dans le cadre de notre premier festival des Rendez-vous du Futur. Donc si nous ne sommes pas le 15 avril quand vous regardez cette émission, ben moi je dis vive le replay, vive la trace mémoire, vive l'événement monté, vive les Rendez-vous du Futur. Cette émission est réalisée par les équipes du Cube, de Triple C et de la JD Carré. Merci à nos partenaires médias Socialterre, Oui Demain. Merci au Digital Society Forum d'Orange. Et il ne me reste qu'à vous présenter mes acolytes, bien sûr. Nils Asiosmanov, président du Cube, et Nicolas Opnaud. Nicolas qui s'occupera, lui, qui sera la courroie de transmission, si je puis dire, entre vos questions, vos réactions, vos idées, vos interrogations, qu'est-ce qu'il peut y avoir d'autre, vos points de vue, sur Twitter, sur le hashtag RDVF. Et nous sommes également très bien entourés puisque nous avons la chance de recevoir Gilles Babinet. Bonjour. Bonsoir. Gilles. Gilles, nous vous avions déjà reçu alors c'était un autre format, on vous avait reçu il y a quelques années dans ce Rendez-vous du Futur. Alors je pourrais tout à fait démarrer en vous demandant ce qui s'est passé depuis pour vous, mais il s'est passé beaucoup de choses, donc on va éluder la question. Non, moi j'ai envie de vous poser une question pour démarrer, une question qui n'a rien à voir avec l'entrepreneur que vous êtes, avec le digital champion que vous êtes. Une question peut-être même assez éloignée du numérique finalement, quoique. Nous sommes ici à l'Espace Saint-Sauveur, nous sommes dans le cadre du festival Rendez-vous du Futur, mais aussi dans le cadre du prix Cube 2016. Ce prix Cube est un prix qui met en avant la jeune création internationale d'art numérique. Alors je sais que vous avez fait le tour de cette exposition ici. Quel regard vous portez sur cet art numérique et qu'est-ce que ça vous a fait de vous plonger comme ça dans cette création? Alors, moi, j'ai une expérience un peu particulière de l'art numérique puisque j'avais essayé d'organiser avec le Centre Pompidou, il y a 4 ans de ça, une exposition de data visualisation. C'est-à-dire d'utiliser la data pour montrer que quelque chose qui est très technique peut être aussi extrêmement poétique. Et puis en plus, c'est des dimensions d'appréhension des territoires, des espaces qui sont assez passionnantes. Il y a des choses qui, encore aujourd'hui, m'impressionnent beaucoup, comme la circulation des gens que l'on arrive à identifier par leur GSM en Suisse. On voit ça sur la ville de... je ne sais plus quelle ville. Ça a été fait en Italie, ça a été fait dans plusieurs pays, effectivement, ouais, aussi voilà. Sur les vols d'avion où on voit les... Voilà. Bon, toutes ces choses-là. Alors, des fois, c'est moche, des fois, c'est très élégant. Et puis, ça nous permet de rentrer dans de nouvelles formes de dimensions. Il y a, je crois, un aspect, certes, artistique, et puis il y a aussi un aspect utilitaire, c'est de comprendre, finalement, qu'est-ce que ça veut dire que la data, de la voir en vrai et de la voir dans un contexte assez particulier. Donc, je crois que c'est une des nécessités d'avoir ce type de choses. Et puis, au-delà de ça, ça interpelle notre relation à la machine. C'est-à-dire que, est-ce que c'est une relation utilitariste? Est-ce que il y a une dimension poétique qui peut arriver à s'exprimer au cœur de la technologie? Tout ça, c'est finalement des nouvelles questions. Quand on a commencé à avoir la photographie, les peintres se sont demandé qu'est-ce qu'ils allaient continuer à faire. Et puis finalement, ils ont fait l'impressionnisme, ils ont fait tout un tas de choses différentes de la reproduction, je dirais, réaliste. Et on est parti dans une nouvelle direction. Donc oui, je crois que l'art numérique est absolument nécessaire. Puis il y a une dernière dimension qui m'intéresse beaucoup dans l'art numérique, c'est que finalement, il n'est pas officiel. C'est un peu le Salon de Paris. C'est-à-dire que c'est des gens qui sont en dehors des circuits du ministère de la Culture, voilà, souvent refusés, etc. Donc ils sont encore plus intéressants que les artistes traditionnels. Ça veut dire que le numérique peut challenger l'art traditionnel, dit traditionnel également? Alors je crois que le numérique peut challenger l'art traditionnel, et puis au-delà de ça, le numérique, il challenge les institutions. Donc c'est normal que le numérique artistique soit pas à l'intérieur du Salon de Paris, mais à l'extérieur. Et d'une certaine manière, c'est certainement un peu moins confortable pour les artistes, mais les artistes sont aussi là pour changer le monde par le regard qu'ils apportent. Et donc je crois qu'il faut se féliciter d'une certaine manière de cette période où l'art est à l'extérieur et il faut l'aider à foisonner dans cette dimension-là. Nous avons ce soir une table ronde sur l'art numérique, justement. Alors ce soir, dans le cadre du festival Rendez-vous du Futur, bien sûr, si vous prenez cette émission de manière complètement isolée... J'ai fait une boulette. Ce soir, on ne peut pas le dire. Ah oui, bien sûr. Bien sûr. Bien sûr. Mais tu sais que nous sommes dans l'intemporel maintenant, de toute manière. Ça. Tout est dans tout. Et... Donc, en fait, l'art numérique
Effectivement, ça a 30 ans, hein, ça a démarré avec le jeu vidéo en réalité. C'est une scène qui est absolument foisonnante dans le monde entier, qui explore tout un tas de nouvelles formes de représentation, de narrativité, d'expérience, etc. Alors moi, je suis très content que vous ayez abordé notamment la question de la data visualisation, parce que on rentre dans le monde de la complexité. Or, le monde de la complexité nécessitera des nouveaux langages, des nouvelles formes de représentation. Et j'aime bien citer Godard qui, avec son dernier film, La fin du langage, disait que Hollywood, avec toute sa puissance de feu, de représentation, et Dieu sait qu'elle en a avec les effets spéciaux, n'est pas apte à représenter le réel. Parce qu'en fait, le réel, c'est plein de dimensions. On va dans l'infiniment petit avec les nanotechnologies, on va dans l'infiniment grand, on va dans l'humain, on va dans plein de dimensions qu'aujourd'hui, on n'est pas capable encore de représenter. Et les artistes nous donnent l'intuition de ça, de ces formes, de ces nouvelles dimensions du monde. Donc effectivement, et je rebondis du coup sur une question, qui est que ce lien fécond entre les designers, les artistes du numérique et le monde de l'entreprise, hein, la big data, les objets connectés, etc., c'est quelque chose qui s'amorce depuis 30 ans et on sent que la convergence est de plus en plus forte. Est-ce que vous partagez ce point de vue ? Oui, on pourrait appeler ça le design, d'ailleurs, qui est une forme d'art utilitariste, c'est-à-dire un art qui s'applique non pas forcément aux objets, mais au sens. C'est une synthèse. Donc oui, je crois ça. Enfin, ceci étant, je me méfie beaucoup de mettre trop de l'utilitarisme dans l'art. L'art, il est là pour être gratuit, pas utilitaire, par essence. Et lorsqu'il devient utilitaire, il est dévoyé, il me semble. C'est-à-dire, il sert à un but qui n'est pas forcément aussi noble que ce qui pourrait être quand il est complètement gratuit. Oui, mais d'ailleurs, on pourrait dire que le cinéma sert tous les objectifs. Enfin, le format cinéma, j'entends, hein, ça peut servir autant à faire du documentaire que de la publicité, que de l'art. Finalement, c'est un médium, quoi. On lui donne des noms différents. Voilà, exactement. Ouais. Alors, on va rentrer dans un champ un peu différent. Lors de la conférence numérique franco-allemande, Hollande et Merkel, et là je parle aux champions digital Europe, ont plaidé tous les deux pour une coopération accélérée entre les deux pays, la France et l'Allemagne, afin de permettre à l'Europe d'être le continent qui peut, sur le numérique, être le meilleur au monde, entre guillemets. Ça serait quoi pour vous ce meilleur au monde, ce meilleur qu'il faudrait être capable de produire aujourd'hui dans le domaine du numérique et qui pourrait être une opportunité pour l'Europe? D'abord, il faut, alors c'est une question essentielle, il faut réussir à repenser le paradigme politique à l'aune de la révolution numérique telle qu'elle existe. Et je vais le dire très brutalement, mais nos acteurs politiques ne sont pas capables de faire ça. Ils l'ont démontré à maintes reprises, ils n'ont pas cette vision-là et ils ne l'auront pas. Et de quoi on parle? On a parlé tout à l'heure de révolution anthropologique, on a une révolution technologique, elle emmène des changements d'usage. Il y a quelques mois, Harvard a sorti une étude qui démontrait que les connaissances générales des jeunes adultes de 23 ans étaient supérieures à ceux qui, dans les mêmes quantiles de formation, de diplôme, avaient 50 ans. Donc voilà, il y a une rupture très très nette de paradigme qui est permise par l'accès à la connaissance et qui fait que le monde n'est plus organisé pareil. Et de fait, ils ne peuvent pas réussir à organiser cette société. C'est une société qui a des processus éducatifs qui sont différents, des systèmes de santé qui fonctionnent différemment, des organisations sociales et des territoires qui est totalement différente, etc., etc. Et moi, je leur dénie la capacité de le faire puisque j'ai passé 5 ans à discuter avec eux et j'ai abandonné. Oui, on a l'impression que vous jetez l'éponge d'une certaine manière. Alors, je jette pas l'éponge parce que je suis toujours à la commission et le travail que j'y fais me passionne, mais je ne crois plus du tout à la capacité de ces acteurs à poser un projet politique. Ils sont dans l'opposition incrémentale avec les gens d'en face en disant voilà, ce truc ça marche comme ça et puis demain on va rajouter un petit truc et on va le faire marcher comme ça. Non, là on est dans un changement d'air et on a bien vu ce qui s'est passé à chaque fois qu'il y a eu des révolutions industrielles. On n'a pas pu fonctionner par incrément. On a dû inventer le code civil, première révolution industrielle, les droits sociaux, deuxième révolution industrielle, et ainsi de suite. À chaque fois, on a changé complètement. Alors, qu'est-ce qui arrive, du coup, pour vous? Comment vous sentez Eh bien, on voit une société civile qui se détache complètement de l'action politique, oui, qui existe indépendamment de ça, qui pousse des idées passionnantes. Moi, j'étais hier dans une conférence à Sciences Po avec une jeune femme du Parti Pirate. Le Parti Pirate, c'est un parti qui s'est affranchi
de la pensée politique traditionnelle, en Allemagne en tout cas, et qui a poussé des idées qui étaient considérées comme quasiment inacceptables par les grands partis, et qui sont des idées intéressantes. Je ne dis pas que j'adhère forcément à ça, mais par exemple de dire, est-ce qu'on doit continuer avec de la propriété intellectuelle, propriété industrielle, propriété artistique, qui a été inventée à une époque où c'était justifié. Mais aujourd'hui, la propriété intellectuelle, où il y a des déferlements de capitaux dans l'innovation, on n'a plus besoin de brevets pour que les capitaux arrivent, ce qui était le cas auparavant il y a 150 ans. Donc ça n'est plus justifié. Voilà, donc le changement peut arriver, si je vous comprends bien, par exemple avec des personnalités comme Elon Musk qui disent moi mes brevets, je les ouvre. Comment ça va arriver ce changement? Alors oui, peut-être. Autant je reste quand même assez méfiant. C'est-à-dire qu'il me semble que pour qu'on ait de la pensée politique en tant que telle, il faut qu'il y ait des gens qui soient indépendants d'intérêts particuliers. Elon Musk, il est fantastique, grand entrepreneur, ça a été dit tout à l'heure. Il est quand même à la tête de 3 entreprises et il a des intérêts extrêmement particuliers. Donc il faut se méfier de ce qu'il dit lorsqu'il s'exprime. Je pense qu'il y a beaucoup de gens, vous en avez interviewé certains ici avant moi, qui génèrent des idées extrêmement fortes, extrêmement brutales, extrêmement intéressantes, qui pourraient poser des briques pour construire à la fois un programme politique du monde de demain et en même temps pour repenser complètement l'organisation sociale. Et du coup, le monde politique de demain, est-ce que c'est un monde qui se réorganise autour d'un local où des formes, par exemple, de démocratie participative sont beaucoup plus dynamiques, je dirais, organisées? Comment vous imaginez? Parce que finalement, c'est ce qui tue, enfin ce qu'on entend dans tous ces débats, c'est que ce qui tue finalement la démocratie, c'est aussi tous ces niveaux de complexité dans la chaîne de décision, c'est toutes les sphères différentes de décision entre l'administration, le politique, etc. Comment ça se joue la politique de demain, quoi? Alors, c'est une bonne question. Une bonne question, c'est-à-dire que est-ce qu'on va faire des idées avec des white papers, des notes blanches, et puis à l'issue de ça, est-ce qu'on va dire, on va rédiger un texte, etc. Je suis pas certain que le monde de demain fonctionne comme ça. Si je regarde les très grandes communautés qui sont capables d'avoir une influence sur le réel, et si je parle de l'idée de Laurence Lessig, de Code as Law, je m'aperçois que vous avez quand même une puissance de ces communautés qui sont capables à la fois de s'affranchir complètement de la localisation, aussi bien pour l'apprentissage que pour la distribution des techniques, de repenser le monde très différemment. Quand vous voyez que vous êtes capable, par exemple, en Afrique, de créer des systèmes de e-santé quasiment ex nihilo, c'est-à-dire en dehors de tous les systèmes institutionnels et qui fonctionnent quand même relativement bien, vous êtes capable de faire émerger des monnaies qui sont affranchies des émetteurs monétaires traditionnels. Je pense évidemment au Bitcoin, au blockchain. Vous voyez bien que vous avez une capacité d'impact sur le réel qui ne passe pas par la dialectique de l'action politique traditionnelle. Donc je crois que cette dialectique, elle est nécessaire. On doit penser notre monde, on doit lui donner un sens éthique, etc. Mais on va devoir faire avec des francs-tireurs qui vont avoir des initiatives très fortes. Et je crois qu'il y aura une interaction entre des gens qui passeront à l'action et puis une sorte de réflexion, de régulation, peut-être a posteriori dans certains cas, de mise en œuvre à plus grandes échelles de nouvelles techniques. On voit bien que le blockchain permet de faire des choses tout à fait incroyables. Ce qui est certain, c'est qu'effectivement, ce modèle de démocratie représentative qui a été fait à l'époque où on était dans les sociétés rurales et on ne pouvait pas envoyer tous les paysans voter à l'Assemblée en permanence parce qu'ils s'occupaient de leurs champs, ce modèle-là est terminé. Il est terminé. Alors ça paraît un peu exagéré de l'affirmer aujourd'hui, mais moi je ne cesse de voyager et je ne cesse de voir une volonté de prise de pouvoir, d'action des jeunes sociétés civiles et des jeunes en général, qui passe par le fait qu'ils sont conscients qu'ils peuvent agir, tout simplement. Ils peuvent agir par le code, ils peuvent agir par le débat, et ils peuvent s'affranchir finalement des corps constitués, traditionnels, qui ne correspondent plus à la réalité, qui sont d'une certaine manière un peu l'ancien régime. C'est-à-dire que franchement, on aurait des gars qui débarqueraient avec des rouflaquettes en nous expliquant qu'ils représentent un pouvoir quasi divin et que c'est comme ça que ça fonctionne, ça nous ferait marrer. C'est un peu comme ça qu'on voit le régime tel qu'il existe ici en France aujourd'hui. On ne les croit plus quand ils s'expriment à la télévision, on considère qu'ils se fichent de nous parce qu'on sait très bien que leur appréhension du réel tel qu'il commence à exister n'a pas de continuité. Donc je crois que
ça va prendre du temps, toutes ces choses-là sont extrêmement lentes à se mettre en place, mais je crois que justement c'est là où j'ai une certaine rancœur entre guillemets à l'égard du monde politique, c'est que le monde politique il est là pour projeter dans l'utopie et penser le futur. Voilà. Et ce qui fait que je crois qu'il y a un décrochement total des citoyens, c'est qu'il est rentré dans la technocratie. C'est-à-dire que ce qui nous exprime, c'est les choses qui font pas rêver. On vous dit, oh là là, on va déréguler le code du travail, on va baisser les charges, on va faire tel... On s'en fout, quoi. Enfin, franchement, moi, je m'en fous. Je suis un entrepreneur, je sais ce que ça veut dire. J'ai besoin d'avoir une continuité dans le projet, une projection à 20, 30 ans, et qu'on dise, voilà, le travail va peut-être disparaître, les centres de savoir vont passer dans des modes qui sont plus des SPOC, les unités de production vont rentrer dans des logiques qui seront sans doute beaucoup plus d'économie circulaire. C'est des paris qu'on doit faire, mais finalement c'est ça qui fait la caractéristique propre du politique, c'est le fait d'être capable de penser le réel. Alors justement, vous l'avez dit, vous suivez de près le boom numérique en Afrique notamment. On voit que l'Inde, ça bouge terriblement aussi, que la Chine investit massivement sur les nouvelles technologies. Par exemple, on voit que les jeunes Chinois aujourd'hui, à plus de 52%, considèrent que par exemple l'édition génétique, c'est quelque chose de très bien. Enfin, culturellement, on voit qu'il y a des bascules fortes. Est-ce que l'Europe est encore restée dans le continent 1.0 ? Alors l'Europe, c'est un continent paradoxal. Moi, je le vois beaucoup dans les statistiques européennes. Il m'arrive d'avoir des échanges avec les gens d'Eurostat. C'est de très loin la zone où il y a le plus de capital humain. Si je prends les trois grands ensembles que sont les États-Unis, la Chine et l'Europe, on a un avantage déterminant. Et puis c'est un avantage qui est extrêmement, je dirais, pérenne. C'est très difficile de remettre ça en cause. On a des universités, des systèmes de formation. Globalement, cet avantage, il mettra des décennies avant de s'émousser. D'un autre côté, ce que l'on observe qui est préoccupant, c'est le fait qu'il n'y a pas d'intégration européenne, pour le dire assez franchement. Donc on n'est pas capable de concentrer les capitaux sur des choses qui sont importantes. Ce que font il n'y a pas d'Europe politique. Il n'y a pas d'Europe politique. Ce que font très bien... Vous savez, j'en parlais avec qui c'était hier soir, 60% de l'argent qui est dans la vallée, c'est de l'argent fédéral. Le budget fédéral en matière d'innovation, c'est 130 milliards par an. L'argent qui est investi dans le capital risque, c'est 50 milliards par an. Donc, vous voyez bien que quand on vous explique que c'est quelques entrepreneurs qui font la Silicon Valley, c'est très largement exagéré. Voilà, l'histoire de la Silicon Valley, c'est avant tout l'histoire d'une continuité politique depuis 1993 avec l'arrivée d'Al Gore dans les valises de Bill Clinton, qui parlait à l'époque des autoroutes de l'information. Et quand vous avez eu des alternances, vous avez eu une continuité de ces politiques publiques. Il y a des plans d'innovation qui s'enchaînent, effectivement. La Chine, qui n'est pas une démocratie, fait la même chose. Ils disent, voilà, on parie là-dessus, on y va très massivement. C'est le premier investisseur en intelligence artificielle devant les États-Unis aujourd'hui. Et c'est de l'argent qui est donné par, je ne sais plus quel organisme, qui est rattaché aux militaires chinois, qui fait ce genre de choses. Donc on a besoin d'avoir une stratégie européenne, mais comme nous, on est une grande démocratie, il faut que ce soit une stratégie concertée. Et pour qu'on arrive à faire en sorte que ce soit concerté, il faut qu'on ait des gens qui portent ces projets politiques, qui nous expliquent que le futur n'est pas que anxiogène et qu'on peut préserver les caractéristiques humanistes sur lesquelles on a construit le projet européen et réussir à mêler beaucoup de modernité avec cette vision-là. Oui, d'ailleurs, si on regarde par exemple aux États-Unis le plan e-santé, programme e-santé financé par le gouvernement américain, c'est plus de 1000 startups depuis 2011 qui se sont créées dans ce domaine-là, qui vont disrupter la médecine, alors qu'en France, on en est encore à discuter de la carte vitale qu'on a démarrée il y a 30 ans. Enfin, c'est... Oui, là, enfin, ça va mal finir ma semaine si je me mets à parler de ça, mais c'est, j'abonde dans ce sens-là. Ouais. Alors, je vais faire une petite citation un tout petit peu longue, enfin quelques phrases. Dans leur livre « Comment tout peut s'effondrer », Pablo Servigne et Raphaël Stevens envisagent le pire, l'effondrement de notre civilisation. Alors je cite: « Les limites de notre civilisation sont imposées par les quantités de ressources dites stock, par définition non renouvelables, les énergies fossiles, les minerais, etc. Et puis les ressources de flux, l'eau, le bois, les aliments, qui sont renouvelables, mais que nous épuisons
à un rythme qui est devenu tout à fait insoutenable, qu'on ne peut pas régénérer. Par exemple, on parlait avec Bénédicte Magnier du problème de l'eau en Inde, qui en 2025 n'aura peut-être plus d'eau potable. Alors, ils disent qu'il est trop tard pour le développement durable. Il est trop tard pour le développement durable. Il faut se préparer au choc et construire dans l'urgence des petits systèmes résilients. Alors l'Afrique, que vous connaissez bien, et l'Inde, ne sont-ils pas aujourd'hui les laboratoires du monde de demain ? Oui, c'est la vision de l'Anthropocène. Effectivement, l'homme est le principal facteur de changement de l'ensemble des écosystèmes végétaux, de la faune, de la flore. 27 000 espèces qui disparaissent tous les ans. Quoi. Voilà, bon, moi je suis convaincu qu'une discipline qui doit naître, c'est une alliance entre l'écologie et le numérique. Et vous avez évoqué les stocks. La caractéristique de l'ère qui vient, c'est la fin des stocks. Et je crois que je voudrais m'expliquer, c'est que finalement, quand on observe les histoires, on va dire les sociétés humaines au travers de l'ère moderne, les 300 dernières années, on s'aperçoit qu'il y a eu des marqueurs qui étaient les fantasmes collectifs de ce qui représentait ce qui était important. Il y a eu un marqueur qui était la démographie. Première moitié du XIXe siècle, les États étaient absolument obsédés par la puissance démographique parce qu'on savait que finalement c'était ça qui permettait de faire tourner les campagnes, c'était ça qui permettait d'envoyer les gens se battre, etc. etc. Et puis, deuxième moitié du XIXe siècle, c'était les bataillons. Combien de bataillons on est capable d'aligner en cas où on s'attaque aux Prussiens ou réciproquement, etc. Voilà. Le XXe siècle, c'est assez rapidement devenu le PIB. PIB qui est quand même qui est assis sur la destruction des ressources. Très largement, on n'arrive pas à faire du PIB qui soit sain, ce qu'on voit bien. Moi, je pense que... Alors, est-ce que c'est des indicateurs de développement humain qui vont représenter ça? Mais la caractéristique intrinsèque du numérique, c'est de créer des gains d'opportunité. C'est-à-dire, on n'a pas besoin d'avoir des voitures qui passent 93% du temps à dormir sur des trottoirs. Et tout le monde le dit, à New York, si on utilise de façon optimale les voitures, on en réduit d'un facteur 9/10 les voitures. C'est la même chose pour tout. 50% de notre alimentation, au minimum, va à la poubelle. Part à la poubelle, exactement, sous différentes formes. Si on arrive à avoir de l'intelligence artificielle, des choses qui nous disent, tu sais, avec les 3 gratons là, qui te restent dans ton frigo, tu peux faire un plat extraordinaire, mais tu n'en connais pas la recette, mais moi je la connais, je vais t'expliquer comment tu fais. Ça paraît débile, mais c'est des choses qui sont extrêmement accessibles. Ça, c'est de la technologie intéressante. Donc, c'est la même chose dans l'agriculture. Aujourd'hui, vous avez des modèles d'agriculture... les fermes urbaines verticales, par exemple. Avec, le vertical farming ou l'hygroponie, c'est ça, tout à fait. Qui permettent d'utiliser entre 6 et 8 fois moins d'intrants, entre 4 et 6 fois moins d'eau, pas de pesticides, d'avoir des consommations énergétiques, c'est-à-dire de la mécanisation quasiment inexistante, etc., etc. Ça, c'est aussi la technologie digitale qui permet de faire ce genre de choses. Le Qatar, ils sont à 60% d'autonomie agroalimentaire. Le patron de ce programme-là que j'ai rencontré, il m'a dit « Jamais nous n'y serions arrivés avec les technologies traditionnelles ». Donc je crois que ça nécessite d'être affirmé. Maintenant, on revient sur les microsystèmes résilients, effectivement, à des notions d'action politique. C'est-à-dire que, est-ce que l'action politique, elle doit se programmer par le haut, ou est-ce qu'elle doit, au contraire, être très grassroots, très crowdsourcée, etc. Je crois que le design... réfléchir au design ultime du modèle, d'une interaction entre peut-être du temps très long avec une vision assez globale, mais en même temps de l'innovation de rupture qui se fasse à toute petite échelle, c'est peut-être ça le format politique de demain. Alors c'est ce que vous avez dit avant est très intéressant aussi, c'est-à-dire effectivement toute cette innovation technologique autour de l'agriculture de précision, autour de la voiture autonome partagée, tout ce qui va permettre de faire des gains absolument considérables, y compris écologiques. En même temps, tout ça, c'est de la robotisation, de l'autonomisation des machines qui vont détruire massivement des emplois. Est-ce qu'il ne faut pas, et accessoirement, qui vont aussi agréger complètement des valeurs, concentrer des valeurs avec peu de redistribution, puisque le robot devient le travailleur, hein, donc le robot devient le capital d'une certaine manière. Comment ça va aussi amener une rupture quelque part dans le système économique? Alors ça c'est, enfin moi je dis ça depuis 4 ans, hein, c'est toute la première partie de mon livre, c'est la concentration permise par les plateformes. Je rappelle que la décorrélation entre les revenus du travail et du capital, elle
a commencé à varier depuis 1985. 1985, c'est la première fois où des marchés financiers de différents pays sont interconnectés entre le Canada et les États-Unis. Et après, en 86, on a globalisé les marchés financiers, y compris en Europe, et donc ça, c'est le digital qui permet ça. Et on a constaté l'accroissement progressif, 20 points de PIB décalés entre le travail vers le capital. Donc très clairement, les plateformes, elles ont ce constat, cette résultante qui est de faire des montagnes d'or en haut de laquelle on trouve des Mark Zuckerberg et compagnie. Voilà, l'effet de levier, même dans l'immobilier, il y a beaucoup de fortunes qui se sont faites dans l'immobilier, elle s'est faite par des plateformes qui permettent d'avoir des actions à l'échelle de territoires beaucoup plus vastes que ce que l'on pouvait faire auparavant. Donc des plateformes qui agrègent de la richesse, et du coup, comment on redistribue cette richesse? Alors, voilà le problème qui est l'objet d'un grand débat aux États-Unis actuellement sur la redistribution des richesses. En gros, on a 3 voies. On a le modèle schumpeterien qui consiste à dire on va avoir du ruissellement. Ça, les Américains c'est l'école de Chicago, c'est de dire un jour ou l'autre, les gens sont tellement riches que ça va retomber sur la classe moyenne. Moi, je crois que c'est complètement pipeau, j'y crois absolument pas. On a le deuxième modèle qui est le communisme, qui est de me dire on va rentrer chez Mark Zuckerberg, on va lui demander de nous faire un chèque et on va redistribuer cet argent. Bon, on a tenté quelques fois de le faire, ça a été quand même un peu compliqué pour le moins. Et puis, on a un troisième modèle que je trouve, je ne dis pas qu'il va gagner, mais qui est quand même remarquable, c'est de dire, finalement, si on faisait en sorte que les plateformes n'appartiennent plus à personne. C'est-à-dire que si on était, est-ce qu'on ne serait pas capable de faire des Facebook qui soient en modèle totalement open source. Plateforme d'intérêt général. Plateforme d'intérêt général. Et ça, je crois qu'on voit les prémices de ça avec le blockchain. C'est très intéressant, c'est évidemment intéressant. Il est trop tôt pour dire si on sera capable de généraliser ça, mais je trouve qu'en termes de pensée politique, essayer d'appuyer autant que possible ce mouvement et en même temps l'inclusion de l'économie circulaire, ça me semble être une direction intéressante, surtout qu'on paraît incapable de lutter contre la destruction de l'emploi quasi programmée. Mais du coup, est-ce que c'est pas ça le projet politique? Est-ce que c'est une des formes du projet politique. Mais si vous voulez, moi je l'ai fait d'ailleurs. Si vous allez voir François Hollande ou le concurrent de droite et que vous lui dites, vous savez, le blockchain c'est une chose qui devrait vous intéresser, ils vous disent bon, ce mec est pas sérieux, il faut qu'on aille voir un autre gars, quoi. C'est un peu ça qui se passe. Il ne sait pas exactement ce qu'ils m'ont dit, mais en l'occurrence, ils sont incapables de comprendre ces dynamiques-là. Ces dynamiques sont fondamentales parce que c'est la réalité de demain. Voilà. Et c'est là-dessus qu'on doit construire. Je veux dire, moi, les gens qui me sont proches, mon petit cercle d'amis, c'est des gens qui ont moins de 30 ans. Les gens qui aujourd'hui m'apprennent des choses intéressantes, c'est pas les gens qui ont 50, 60 ans. Donc c'est là où on voit qu'il y a une rupture de modèle. C'est Jean-René Ganassia, il est parti, il est venu dîner chez moi il y a quelques temps. Je pense qu'il en aurait témoigné. Il était très surpris de voir que voilà, il y avait une vingtaine de personnes et il y avait, sur ces 20 personnes, il y avait 3-4 personnes qui avaient peut-être plus de 50 ans. Et c'était les jeunes qui apprenaient, en plus qui étaient des personnages politiques importants, qui leur apprenaient quelle était la nature du monde qui allait venir. Et on voit que d'ailleurs que dans l'entreprise, de plus en plus, avec le reverse mentoring, etc., on voit que maintenant les grandes entreprises commencent à intégrer des jeunes de plus en plus jeunes pour conseiller les plus hauts dirigeants de l'entreprise. C'est un premier pas. La réalité, c'est qu'il faut qu'ils prennent le pouvoir. C'est-à-dire que, et ça je crois que c'est un message fort, il ne faut pas être poli avec les générations d'au-dessus. Il faut prendre le pouvoir. Il faut prendre le pouvoir. Je ne parle pas de violence, mais je parle d'affirmation. C'est-à-dire que il n'y a aucune raison d'avoir du respect et de la condescendance pour des gens qui ont bousillé, ni plus ni moins, notre futur, à tous, collectivement. Donc j'en fais partie, moi j'ai presque 50 ans, et je crois que si on attend qu'il y ait une sorte de remplacement naturel, on sera dans le mur, quoi. Et il faut avoir une accélération par une anticipation de la prise de pouvoir de la jeune génération. Vous êtes mûr pour rentrer en politique? Non, j'ai dit que je ne le ferai pas. Ça ne m'intéresse pas du tout. Faut jamais dire jamais. Un autre sujet, mais quand même, qui est qu'on parle beaucoup de ce monde connecté, ultra connecté. Il y a quand même encore 6 millions de personnes en France qui sont exclues du numérique et donc de ces opportunités. Et puis, c'est pas simplement, comme on pourrait le penser, les personnes âgées. Il y a 2 millions de jeunes qui sont hors circuit du numérique. Qu'est-ce que ça vous évoque ?
Mais c'est ça, les politiques publiques, c'est ça aussi. Les Anglais, qui sont quand même la grande nation européenne la plus digitale, ont très très vite, dès 2009, mis en place un programme, d'ailleurs, duquel a découlé les Digital Champions. Les Digital Champions, au début, c'était des programmes qui étaient exclusivement dédiés à l'inclusion. Et donc, comme Nelly Creus, elle m'avait entendu me prononcer à cet égard, elle m'a proposé ce rôle au niveau européen. Et oui, bien sûr, une des dimensions finalement de l'accès à la cité, c'est le numérique. Et on ne peut pas laisser des gens durablement à l'écart à cet égard. Donc il y a eu des initiatives remarquables. Je ne me souviens plus comment s'appelait cette initiative de la Caisse des dépôts qui date de 2000, qui est les cyberbases. Les EPN, les établissements publics numériques. Voilà, mais plus petit encore, les cyberbases. Oui, il y a eu, je crois, 8000 cyberbases ouvertes en France, programme de 40 millions d'euros. Ça a marché de façon remarquable et puis ça n'a pas été reconduit. Et ça, je trouve ça vraiment dommage. 7 millions de Français, je crois, sont passés dans les cyberbases. Voilà, et ça, c'est pour moi de la politique publique intelligente. C'est prendre les gens par la main, leur expliquer comment marche un appareil photo numérique, comment marche un email, ce genre de choses. Bon, tout un tas de gens, ce sont leurs petits-enfants qui les ont accompagnés dans ces démarches, mais il y a des gens qui sont exclus de ça. Et pour moi, le propre de la politique publique, c'est effectivement de faire ça. Vous avez tout à fait raison. Vous parliez des EPN, des cyberbases. Il y a aussi un autre label qui existait, qui était les ECM, les espaces culture multimédia. Oui, tout à fait. Et nous-mêmes, avant le Cube, avons été labellisés espaces culture multimédia. Et ce label nous a permis d'avoir une certaine crédibilité, parce que ça venait du ministère de la Culture vis-à-vis de la collectivité qui nous a accueillis ici. Et ça a joué évidemment dans ce démarrage du Cube, parce qu'il y a 15 ans, c'était quand même un peu un ovni, ce genre de lieu. Ça nous a aidés. Donc c'était très utile. Est-ce qu'on a encore une minute ou pas ? On aura, mais j'aimerais bien qu'on fasse un petit détour par le hashtag, enfin par Nicolas plutôt, le hashtag RDVF. Qu'est-ce qui se passe dessus ? Oui, alors une réaction par rapport aux montagnes d'or qui sont amassées par les plateformes. Vous m'entendez ? Pardon. Une réaction par rapport aux montagnes d'or qui sont amassées par les plateformes. Vous disiez également que c'était des politiques publiques qui avaient permis le développement de la Silicon Valley. Donc finalement, à la base de tout ça, c'est un bien commun qui serait légitime qu'on retrouve. Oui. Alors, moi, je ne suis pas, avare de paradoxe. C'est-à-dire que c'est moi qui appelle, pendant des années, j'ai sensibilisé les acteurs politiques à la nécessité d'accroître la part de capital risque en France. Et effectivement, le capital risque, c'est l'économie traditionnelle du capital avec des gens qui s'enrichissent super vite, etc. On pourrait effectivement dire, puisque ça a été en très large partie du financement public, ça fonctionne comme ça, mais ça ne fonctionne pas comme ça. On voit bien que dans les logiques des banques, des too big to fail, on a récompensé des gens qui ont eu des comportements de voyous et on va retrouver ça absolument partout dans l'économie financiarisée. On est dans des systèmes économiques qui ne servent plus le bien commun, qui marchent sur la tête. Moi, je ne suis pas particulièrement mélenchoniste, mais je crois qu'il ne faut pas être un génie de l'économie pour voir que les trucs ne marchent plus, quoi. On bousille les écosystèmes, on a des classes moyennes qui s'appauvrissent de jour en jour, un peu partout sur Terre d'ailleurs, à part dans les émergents peut-être. Et donc, voilà. Et c'est là où je trouve que les incréments, les logiques de dire, moi quand j'entends des acteurs politiques nous dire, moi je suis là pour préserver notre modèle social, je me dis mais on rêve, quoi. Le modèle social explosera d'une manière ou d'une autre, et il nous faut repenser une autre forme de société. Il nous faut partir vers l'utopie. Est-ce que vous pensez qu'on a une opportunité de repenser ça avec les perspectives de revenus universels qui pourraient se baser justement sur toute cette valeur des données ? Oui, et je suis heureux de voir que quelques politiques commencent à aborder ce sujet. De gauche comme de droite d'ailleurs. De gauche comme de droite. Ça a longtemps ricanait lorsqu'on évoquait cette notion. Vous savez, les transferts sociaux en France, je crois que c'est 21-22%. Ça commence à être du PIB, ça commence à être important. On n'est pas très loin de l'idée, on double ça et puis on en rajoute un tiers et puis on a un revenu universel. Et les expérimentations qui ont été faites, en tout cas les études qui ont été faites sur les transferts sociaux, montrent que ce n'est pas un appel à la paresse. Quand vous êtes sécurisé, vous avez plutôt tendance à vous dire qu'est-ce que je vais faire de mon temps libre, et vous faites des trucs intéressants qui ne sont pas poussés par la nécessité. Qui créent de la valeur. Et qui créent de la valeur, effectivement. Alors, ça peut être simple, mais très clairement...
je veux dire, plutôt que de se dire, on va, je sais pas, rajouter un minima social pour s'acheter des brosses à dents ou je sais pas quoi. Poussons un peu le modèle, essayons de voir ce que ça pourrait donner. C'est ça, se projeter dans le futur, quoi. On peut au moins le tester. Hein. On a une dernière question, Nils. Oui, juste, il y a le sujet, on ne va pas l'aborder, mais de l'évasion fiscale qui rentre aussi évidemment là-dedans. Cécile Renoir nous rappelait dans un rendez-vous du futur que c'est entre 100 et 240 milliards de dollars par an que les États perdent avec ça. Ma dernière question, c'est on sait qu'aujourd'hui 70% des jeunes en France ne sont pas allés voter aux dernières élections, et en même temps on voit cette jeunesse aujourd'hui dans les nuits debout qui se répandent un peu partout. Là je lisais dans le journal aujourd'hui qu'ils arrivent à Mantes-la-Jolie un peu, enfin maintenant ça commence à rhizomer un peu partout. Bien sûr, Comment bien vous sûr. voyez ce mouvement? Bon, ça n'est que la continuité de ce que je viens de dire. C'est-à-dire que moi je vais vous dire, je dois me forcer pour aller voter. Hein. Je n'ai personne pour qui j'ai envie de me dire ça c'est le sauveur. Même pas les écolos Je n'ai pas un parti référent, entre guillemets. Je ne vois pas une vision forte inscrite. Je trouve qu'il y a souvent des postulats religieux très forts dans les partis. Je pense aux écolos. Il y a l'idée de dire en 74, il y a un gars qui a dit ça, et donc on va coller à ça de façon indéfinie. Et puis le fait qu'ils soient incapables de s'entendre, c'est assez pénible quand même, d'une façon générale. Donc des fois je me dis, est-ce que finalement le comportement citoyen, c'est pas de boycotter ça? Alors je le fais pas pour l'instant. J'ai de nombreux amis qui sont des intellectuels vraiment de bonne qualité qui le font, et je comprends qu'on puisse le faire. C'est-à-dire qu'il y a 10 ans, je trouvais que c'était vraiment un déni de démocratie individuelle très fort. Eh bien, maintenant, je crois que je commence à comprendre qu'on puisse le faire de façon forte. avec donc, un danger en face quand même, qui est de faire monter des... Bien sûr, mais je veux dire, quand vous avez le choix entre la peste et le choléra, il y a un moment où vous dites, est-ce que je dois aller voter, quoi? Il faut créer un parti. Ouais, ou alors il faut avoir une action sur le réel qui a une forme différente, qui a une forme réelle en fait. Ou alors il faut Parce militer, que, il faut signer des appels comme vous le faites. Je pense à Jamais sans elle parce qu'on a Bien sûr. discuté avec Natacha Kester-Séméon tout à l'heure. Tout à l'heure j'ai daté aussi, on est dans le festival Rendez-vous du Futur. Mais en gros, c'est une forme également de militantisme, une Oui, forme mais quand je vois mon copain Mehdi Benchoufi qui fait un échographe open source qui va coûter 150 €, là où ça coûte 15 000 € et qui va changer l'accès à la santé en Afrique de façon fondamentale, moi je pense qu'il est plus efficace qu'un homme politique. Voilà, c'est ça. Et je pense qu'on peut démultiplier ça. En fait, ce que j'aimerais, je trouverais intéressant, c'est d'avoir des partis politiques qui sont des incubateurs de start-up citoyennes, de civic tech. Voilà, ça c'est un programme politique intéressant. Et il faut promouvoir l'entreprise d'intérêt général, du coup, c'est aussi ça. Ouais, il y a beaucoup de gens qui sont prêts à faire ça. Beaucoup de gens qui sont prêts à faire ça. Merci beaucoup Gilles, merci Nicolas, merci Niels. Cette émission est maintenant terminée, merci de l'avoir suivi. Merci aux équipes du Cube, de Triple C, de JD Carré. Merci à toutes les équipes qui organisent ce festival Rendez-vous du Futur. Merci à nos partenaires, Oui Demain, Socialter. Merci au Digital Society Forum. On se retrouve tout de suite sur les réseaux. Merci.